on néglige la manière dont l'éducation a été pensée, la manière dont elle évolue. On a un système éducatif qui est assez fondamentalement l'héritier de la Révolution française, où on est passé d'une aristocratie à une méritocratie. En biologie évolutive, il y a un principe assez simple, c'est que si vous évoluez moins vite que votre environnement, vous risquez de devenir obsolète avant de vous en être rendu compte. Donc, on n'a pas un système éducatif qui évolue très vite. En tout cas, il évolue moins vite que les technologies, il évolue moins vite que les besoins de la société, il évolue moins vite que les pratiques des jeunes. On peut inviter les jeunes, par exemple, à dire quels sont les défis qui les touchent, quels sont les problèmes dans lesquels ils sentent qu'eux-mêmes sont à la fois sensibles, émus et en situation de difficulté. Il faut leur redonner confiance, mais pour ça, il faut co-construire avec eux les sources de cette confiance et le monde qui va avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir François Tadei, un chercheur et innovateur reconnu internationalement pour son engagement en faveur d'une éducation repensée et ouverte à toutes et à tous. Vous allez voir, on va en parler dans un instant. François Tadei est notamment le fondateur du Learning Planet Institute, où il œuvre depuis près de 20 ans à connecter la recherche, la formation et l'innovation pédagogique autour des grands défis du monde actuel. Biologiste de formation, pionnier aussi dans les sciences de l'apprentissage, François Tadei a multiplié les collaborations avec les institutions comme l'UNESCO ou l'Université des Nations Unies, convaincu que l'avenir de l'éducation se construira grâce à la coopération, l'interdisciplinarité et l'intelligence collective. Alors dans cet épisode, justement, on va explorer son parcours, bien sûr, ses engagements, sa vision pour une planète apprenante où chacun se sent autorisé à innover, à rêver et prendre soin de soi, des autres et de la planète aussi et surtout. On va démarrer tout de suite. Merci d'abord François Tadei d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. On est ravis de vous recevoir. Alors peut-être une première question pour commencer. Vous êtes passionné d'éducation aujourd'hui. Vous êtes passionné aussi de l'environnement, de la planète. On va en parler dans un deuxième temps. Mais est-ce que cette passion d'abord pour l'apprentissage et pour l'éducation, vous l'avez quelque part toujours eue, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que dans votre parcours, vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire? Bonne question. Donc, il y a probablement 2 ou 3 moments un peu clés. D'abord, je suis l'aîné de 3 sœurs, dont la plus jeune a 10 ans de moins que moi. Donc, je crois qu'on est 18 cousins germains au total. Ah oui. J'étais le deuxième, donc j'ai depuis toujours accompagné les plus jeunes. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Je pense que je ne serais pas là non plus aujourd'hui, ici, si je n'avais pas eu des enfants. Et si j'avais pas été pris de passion de les voir grandir, et j'ai beaucoup appris d'eux, ça c'est très clair. Et puis un jour, la maîtresse de mon fils m'a dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et j'avoue que depuis ce jour-là, je questionne le système éducatif. C'est-à-dire qu'un système qui ne permet pas le questionnement, à mon avis, n'est pas très adapté au monde d'aujourd'hui. Et déjà, depuis au moins Socrate, on sait que c'est quand même un peu la base. Mais on voit bien que le questionnement n'a pas toujours été bien accepté. Quand on dit « la curiosité est un vilain défaut », quand on voit comment a fini Socrate, on se dit que c'est pas un combat gagné d'avance et qu'il va falloir quelque part s'engager pour ce genre de choses. Si on veut vivre dans une société démocratique où des journalistes ont le droit de poser des questions, où des chercheurs ont le droit de questionner le monde, on a besoin d'autoriser ce questionnement, d'autant que si le monde allait parfaitement bien, à la limite, on pourrait ne pas le questionner. Comme il ne va pas spécialement bien, il vaut mieux le questionner en se demandant est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce qu'on y va avec les bons outils, les bonnes manières de décider, comment est-ce qu'on avance, les bonnes manières de faire fonctionner, par exemple, nos démocraties ou notre système éducatif, et assez fondamentalement tout l'héritage des Lumières. Et c'est assez facile, il y a des néo-obscurantistes que je n'ai pas forcément besoin de nommer aujourd'hui, mais qui attaquent systématiquement tous les piliers de l'héritage des Lumières. Et donc, il faut questionner ce genre d'attitude et s'interroger sur comment est-ce qu'on peut réinventer cet héritage qui a énormément à nous apporter et qui, en même temps, mérite d'être questionné parce qu'il n'a pas toujours été super inclusif. À la Révolution française, Olympe de Gouges en a perdu la tête de revendiquer le droit des femmes, par exemple. Les femmes sont des citoyennes depuis relativement peu de temps. Et il se trouve que cet héritage des Lumières, c'est lui-même une réinvention de l'héritage d'Athènes, et que c'est à peu près les mêmes qui étaient au pouvoir à Athènes. Donc c'est les hommes en armes qui défendaient les murs de la cité, les citoyens.
c'est pas les femmes, c'est pas les enfants, c'est pas les esclaves, c'est pas les migrants, c'est pas Ouais. ceux qui sont nés en dehors des murs de la cité. Et puis les murs de la cité, ils ont séparé les humains de la nature. Donc voilà, quand on questionne son propre héritage, on sait un peu mieux d'où on vient, on comprend un peu mieux où on est, et puis on peut peut-être rêver un peu plus haut pour où on va. Tout ça est passionnant. Alors c'est vrai, vous parlez aussi dans vos différentes prises de parole, dans vos interviews aussi, d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. J'en parlais en introduction. Qu'est-ce qui vous a personnellement conduit à défendre cet engagement aussi? Parce qu'au-delà de l'éducation, il y a cet engagement pour la planète. Est-ce que, en fait, vous avez fait le constat que les deux sont complètement indissociables? Ouais, je pense que c'est une très bonne question. Ce que je dirais, c'est que dans les autres points de bascule de ma propre existence, j'étais le 11 septembre 2001 à New York. Donc j'ai vu les tours tomber. Ah oui. Et j'y étais dans l'université Rockefeller, qui est un temple de la science où il y a une vingtaine de prix Nobel. Et j'étais littéralement dans une tour d'ivoire de béton et de verre. Et je voyais d'autres tours d'ivoire s'effondrer. Et à cette époque-là, mes enfants avaient 1 et 3 ans. Et mon fils était complètement traumatisé parce que je venais de le laisser le 10 septembre au matin à l'école. Je suis parti de Paris pour New York. Et lui, il a vu les tours tomber en boucle à la télé. Il pensait que toutes les tours étaient tombées du haut de ses 3 ans. Dont celle de son papa, j'imagine. Dont celle de son papa. Et en plus, j'avais essayé de leur envoyer un message pour leur dire que tout allait bien, mais il n'a jamais passé. Le réseau était saturé. Le réseau était saturé. Et en plus, les services de sécurité américains ont laissé sortir aucun message depuis New York. Et donc, depuis Manhattan. Et donc, je les ai vus très traumatisés par ça. Et effectivement, il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Il a fallu des années pour construire ces tours, quelques minutes pour les faire tomber. Et c'est assez vrai en général dans le vivant. On peut faire disparaître une espèce assez rapidement alors qu'il a fallu des millions d'années pour la faire évoluer. Et donc, quel monde on laisse à nos enfants ? C'est une question que je me pose depuis au moins ce jour-là. Et je suis un peu sorti de ma tour d'ivoire, pour le coup. Et je suis passé de chercheurs qui cherchent à comprendre comment le vivant évolue, comment est-ce que la coopération est possible dans le vivant, comment est-ce que les échanges d'informations favorisent la coopération, comment la coopération favorise les échanges d'informations, y compris dans des échelles microscopiques où des bactéries font ce genre de choses sans système pensé par d'autres, sans ministère de l'Éducation nationale, sans instance dirigeante. Et donc je vois bien que l'auto-organisation, ça fonctionne dans le vivant. Et je m'interroge sur l'arrivée du web, puisqu'on est juste dans ce tournant-là, et sur les nouvelles possibilités de collaborer pour faire Wikipédia, pour faire de la science ouverte, pour repenser un certain nombre de sujets. Et je suis un peu dans la même illusion que beaucoup de gens qui pensent que de même que l'imprimerie a amené les lumières, le digital va amener de nouvelles lumières et que les choses vont aller pour le meilleur. Et en même temps, je vois ces tours tomber, je vois bien que tout le monde n'est pas forcément sur cette longueur d'onde. Et puis quand je creuse l'histoire, je me rends compte qu'évidemment, entre l'imprimerie et les lumières, il y a quand même eu des guerres de religion. Donc quand on regarde notre actualité, on se dit que effectivement, les extrémistes peuvent être aiguisés par les nouvelles possibilités de communication. Et je me rends compte que ce qui compte, c'est de créer des salons, c'est de créer des académies, c'est de créer des lieux où on peut penser, où on peut questionner, où on peut co-construire, on peut apprendre à s'écouter, on peut apprendre à débattre, on peut faire des débats qui font autorité au sens de Michel Serres, c'est-à-dire qui nous font grandir. Et c'est pas exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas exactement ce qui se passe sur tous les plateaux de télé. Et donc comment est-ce qu'on réimpense tout ça ? Et je relis des classiques, en particulier pendant le Covid. Et par exemple, je relis que Condorcet avait déjà pensé qu'il fallait simultanément faire coévoluer la démocratie, l'éducation et la science. Il disait qu'il n'y aura pas de démocratie sans éducation, il n'y aura pas d'éducation sans science. Et donc on voit bien qu'il y a ces piliers qui sont comme par hasard attaqués par, encore une fois, des personnes qu'on n'a pas forcément besoin de nommer, mais qui sont assez systématiques dans leurs attaques, doivent nous inviter à repenser ces différents piliers de manière systémique et en se disant, voilà, comment est-ce qu'on repense ces outils à l'heure du digital, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des défis planétaires. Et on voit bien que les catastrophes climatiques, environnementales
remettre en cause l'existence même de notre espèce et en tout cas de notre civilisation. Et pour vous donner quelque chose qui résonne encore plus fort aujourd'hui, parce que j'ai été invité au Japon cet été, la semaine qui correspond aux 80 ans d'Hiroshima et de Nagasaki. Ouais. Et pour moi, Hiroshima, c'est le début de la deuxième vie de l'humanité, au sens où Confucius disait qu'on a deux vies. La deuxième vie commence quand on sait qu'on n'en a qu'une. Oui. Et donc la deuxième vie de l'humanité, ça commence quand on sait qu'on est capable de s'autodétruire. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, mais... vaut mieux en prendre conscience. Voilà, en prendre conscience, c'est important. Et se dire que depuis Hiroshima, on a inventé une autre manière de nous mettre en péril, quand même, on est une espèce un peu particulière, si j'ose dire. Et donc ça impose des choses qu'on savait depuis longtemps, du genre science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et qu'il va falloir systématiquement s'interroger sur... c'est très bien d'avoir des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouvelles compréhensions du monde, mais est-ce que c'est pour le faire dans des logiques de domination, d'exploitation, voire de guerre, ou est-ce que c'est dans des logiques de compréhension, de care, de prendre soin de soi, des autres et de la planète? Et donc ce recul-là, je pense qu'il est essentiel, et moi, il me fait progresser, je dirais, au moins dans ma réflexion personnelle. Et puis, comme on m'invite de temps en temps, je partage ce que je pense, et puis j'essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble, qu'on ne peut pas faire seul. Quand on parle d'éducation, on parle de beaucoup de choses, parfois de tout et rien à la fois, mais selon vous, quels sont les sujets clés qu'on néglige trop souvent quand on parle d'éducation ? Je pense qu'on néglige la manière dont l'éducation a été pensée et dans la manière dont elle évolue. Donc, je pense qu'on a un système éducatif qui est assez fondamentalement l'héritier de la Révolution française, où on est passé d'une aristocratie à une méritocratie, et on a décidé de le faire en s'inspirant d'ailleurs d'un modèle chinois, qui était le concours des mandarins, sauf qu'on a remplacé les épreuves confucéennes par des épreuves de sciences, ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée. Et donc, étant moi-même l'héritier de ce genre de choses, puisque l'école normale supérieure, l'école polytechnique ont été créées à ce moment-là, mais c'est en partie, si on les a créées à ce moment-là, c'est qu'on a fermé les universités. Et c'est parce que les universités avaient été un temple du conservatisme pendant le régime précédent. Et donc, à l'inverse des universités écossaises qui ont contribué aux Lumières. Donc, c'est intéressant de se dire qu'il y a un choix à faire. De quel type de... Est-ce qu'on accompagne les évolutions, ou est-ce qu'on les freine, est-ce qu'on y contribue ou pas? Donc ça, c'est la première chose. Donc je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment à d'où ça vient tout ça, et de pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Et puis, comment ça a évolué. Et puis moi, je viens de la biologie évolutive, et en biologie évolutive, il y a un principe assez simple, c'est que si vous évoluez moins vite que votre environnement, vous risquez de devenir obsolète avant de vous en être rendu compte. Et donc, d'avoir de sérieux soucis. Et donc, on n'a pas un système éducatif qui évolue très vite. En tout cas, il évolue moins vite que les technologies, il évolue moins vite que les besoins de la société, il évolue moins vite que les pratiques des jeunes. Est-ce que c'est un problème ? Eh bien, à la fois, on pourrait se dire que de la manière, il y a des choses universelles qu'il faut transmettre, et que ce n'est pas un problème. Ouais. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un décalage entre l'intérêt des jeunes, leurs pratiques et leur capacité à se motiver pour ce qui se passe en classe. Donc il y a quand même un sujet. D'autant que, en fait, le système éducatif hyper compétitif, basé sur cette méritocratie dont je parlais, n'a pas tant évolué que ça, et qu'il est plutôt plus compétitif que n'importe quel autre pays que je connais. C'est-à-dire que la méritocratie en France est plus dure que la méritocratie en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, puisque vous n'avez pas de concours d'entrée et de concours de sortie à Oxford ou à Harvard, alors qu'à Polytechnique, à Normal Sup, en médecine ou à l'ENA, vous avez des concours qui sont extrêmement durs, et les gens se souviennent toute leur vie de leur classement. Et puis en plus, comme les différentes écoles sont classées, en une ou deux questions, on sait si on regarde les gens de haut ou de bas, voilà, et puis on sait qui est Jupiter dans la salle. Voilà. Et donc ça ne facilite pas complètement la relation. Et il y a un ouvrage intéressant qui s'appelle « La tyrannie de la méritocratie », qui a été écrit par Michael Sandel, qui est un chercheur de Harvard, donc il sait un peu ce que c'est que la méritocratie quand même. Et il dit que dans une méritocratie, comme il y a quelques gagnants et beaucoup de perdants, il est assez facile pour les populistes d'attaquer la méritocratie et de dire écoutez, ces élites n'ont rien compris, écoutez-moi, moi je vous écoute, et puis ça va bien se passer.
avec les dégâts qu'on connaît. Ouais. Donc en fait, la méritocratie, elle a un problème principal, c'est qu'elle met en compétition les élèves, un peu à tous les âges, mais la compétition est d'autant plus féroce qu'on progresse en âge. Et en plus, ce que nous disent les études de l'OCDE, qui sont les spécialistes sur l'éducation, en particulier Andreas Schleicher, c'est que les systèmes éducatifs aujourd'hui forment ce que lui appelle des robots de deuxième classe versus des humains de première classe. Et donc des gens qui sont capables de faire plutôt moins bien que les machines sur un certain nombre de tâches, du genre mémoriser, calculer et recracher des textes. Et donc, la question, c'est comment on passe de cette logique-là, où si on forme des humains qui feront moins bien que des machines, des tâches dont ils auront besoin pour vivre, rentrer sur le marché du travail, contribuer à la société, est-ce qu'on leur rend service ? Et donc, admettons que le système a été parfait jusqu'à hier, mais est-ce qu'il nous prépare vraiment au monde de demain, avec les défis environnementaux, les défis sociétaux, les défis technologiques ? Et donc, cette logique d'hyper-compétition sur les savoirs d'hier, où de lumière on perdra contre les machines, est-ce qu'il ne faut pas la remplacer par une logique de coopération sur les défis d'aujourd'hui, où on peut coopérer entre humains, d'origines différentes, de cultures différentes, de disciplines différentes, mais aussi entre humains et machines, pour apprendre à résoudre les défis hyper complexes auxquels on est confronté. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas sortir du paradigme de l'hyper-compétition, du meilleur de la classe, du meilleur de France, du meilleur du monde, et aller vers le meilleur pour le monde ? Comment ça pourrait se traduire concrètement dans une salle de classe alors ? C'est simplement, on peut inviter les jeunes, par exemple, à dire quels sont les défis qui les touchent, quels sont les problèmes dans lesquels ils sentent qu'eux-mêmes sont à la fois sensibles, émus et en situation de difficulté. Et puis leur dire, déjà d'oser exprimer leurs émotions, ce qui n'est pas complètement au cœur du système éducatif, et puis ensuite de leur demander d'imaginer des solutions par rapport à ces défis. Évidemment, des solutions à hauteur d'enfant, qu'ils sont capables de mettre en œuvre. Et puis, on les invite à passer à l'action. Et puis, on les invite à partager ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont compris, et les difficultés, et leur manière de surmonter les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et donc ça, c'est une méthode qui s'appelle Bâtisseur de possibles en français, Design for Change en anglais, qui est présente dans 60 pays. Nous, on le promeut en particulier en France. Et on s'aperçoit que des enfants, dès la maternelle, peuvent faire ça. Ils peuvent le faire en primaire, au collège, au lycée, et même plus tard dans la vie. Et en fait, c'est assez universel. C'est des méthodes qu'on appelle de design thinking, dans lesquelles on apprend à partir des problèmes et à co-construire des solutions. Ouais. Avec, j'imagine, un vrai développement des soft skills aussi, la collaboration intergénérationnelle aussi, sans doute, avec leurs enseignants, tout ce dont on a besoin aussi pour grandir, évoluer aussi en société, j'imagine, et travailler au-delà de l'école et de l'université, travailler en groupe, en société. Exactement. Et donc, ils apprennent ces fameuses compétences du 21e siècle, dont la coopération, la communication, la créativité, l'esprit critique, la compassion, la citoyenneté. Voilà, ils rentrent dans une démarche dans laquelle on les invite à déjà donner le meilleur d'eux-mêmes et à développer les compétences qui leur permettront de donner le meilleur d'eux-mêmes plus tard dans la vie. Est-ce que vous avez, parce que vous travaillez beaucoup avec l'UNESCO, avec l'Université des Nations Unies, etc., vous avez aussi un point de vue très international sur le sujet d'éducation, de formation, d'orientation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un système éducatif à l'étranger qui vous inspire, où vous vous êtes dit, en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse en France, ou une initiative qui vous touche particulièrement, où vous vous êtes dit, mais eux, ils ont tout compris, quoi. C'est une bonne question. En fait, il y a plein de pays intéressants et il y a plein d'exemples intéressants ici et là. Et ce qui est assez frappant pour quelqu'un comme moi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes entre des choses qui fonctionnent dans des cultures ultra différentes. Du genre Singapour, la Finlande, le Canada, mais aussi Haïti ou le Bangladesh. Et en fait, assez fondamentalement, c'est des endroits où on fait confiance aux enfants. Et où on leur donne les moyens d'exprimer leur avis, et on leur donne les moyens de développer ce qu'en anglais on appelle agency, par l'empowerment. Alors si je dis ces mots en anglais, c'est pas parce que j'aime les anglicismes, c'est juste qu'on n'a pas ces mots en français. Ce qui dit quelque chose de notre culture et de notre système éducatif. Et donc l'agentivité
ou l'empouvoirment, si on parle en québécois. Oui. On les embrasse. On les embrasse. Et on voit bien que si eux-mêmes ont créé ces mots, c'est que c'est possible. Et que, mais alors qu'on importe des anglicismes toute la journée, si on ne l'a pas fait sur ces mots-là, ça dit quand même des choses. Et donc, ce pouvoir d'agir, cette capacité à devenir acteur et auteur de sa propre vie, et puis de son collectif, et de contribuer ensemble à inventer l'avenir, c'est quand même des choses qui sont frappantes. Et c'est intéressant de voir que, encore une fois, des cultures très différentes le font. Et c'est pas tout le pays en Haïti qui le fait, mais d'après la Fondation Lego, une des meilleures écoles qui prépare le mieux au XXIe siècle est une école haïtienne qui met ses pratiques en œuvre de 6 à 18 ans. Ah ouais. Et donc on voit bien que c'est pas une question de moyens. Non. C'est une question de culture, c'est une question de volonté, c'est une question d'oser faire confiance. Et donc, à la patrie de Rousseau, ça devrait être logique de faire confiance aux plus jeunes. Mais malheureusement, pour plein de raisons, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je voulais aussi avoir votre avis sur un autre sujet qui bouleverse un petit peu, même beaucoup, le secteur de l'éducation en ce moment, celui de l'intelligence artificielle. J'imagine que vous travaillez beaucoup, vous êtes sans doute beaucoup questionné aussi sur ce sujet. Quelles précautions aujourd'hui on doit prendre pour éviter que l'intelligence artificielle ne devienne un outil de standardisation ou de domination plutôt qu'un outil d'émancipation? Quel est votre regard là-dessus? Alors, à propos de mon actualité personnelle, le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, et ça a été confirmé par Philippe Baptiste, nous ont confié avec Frédéric Pascal, qui travaille à Paris-Saclay, une mission sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'université. Pour l'instant, je me focalise un petit peu sur ce tranche d'âge, mais c'est vrai que le problème se pose à tous les âges de manière assez récurrente. Et donc, on a évidemment des discussions aussi sur ce qui se passe dans le scolaire et ce qui se passe en formation continue et plus généralement dans l'ensemble de la société. Donc, c'est évident que l'intelligence artificielle va bouleverser toujours plus d'activités humaines. Il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. C'est évident que les élèves, en moyenne, s'en sont emparés plus vite que leurs enseignants. Mais ça, c'est pas très nouveau. Et avec tout un tas de choses qu'on a vues dès le départ, du genre « Ah, mais ils ont pompé, ils ont triché, voilà. » Donc ça, c'est le réflexe par défaut des tenants du système, c'est assez clair. Ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle nous oblige à repenser notre place en tant qu'humain. Et donc elle nous interroge sur ce qui fait nos spécificités par rapport aux machines, voire par rapport aux animaux. Parce que pendant longtemps, on a dit que ce qui nous séparait des animaux, c'était notre intelligence. Et puis maintenant qu'on a des outils dont on a l'impression qu'ils sont plus intelligents que nous, au moins dans certaines dimensions, on se dit que non, ce qui nous spécifie, c'est nos émotions, c'est tout un tas de choses de ce genre. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous interroge sur ce qui fait le propre de l'humain. Et c'est peut-être la combinaison de ces choses-là. C'est peut-être, par exemple, Bernard Lahire c'est un sociologue qui s'est intéressé à la biologie. Moi, je fais un peu le chemin inverse. Et il dit que le propre de l'espèce humaine, quand on compare les sociétés animales et les sociétés humaines, c'est que c'est fondé sur notre biologie, comme les autres sociétés. La société des abeilles n'a pas la même biologie, donc pas la même organisation que la société des baleines, assez clairement. Mais la société humaine, elle se spécifie par le fait que nous sommes les plus grands prématurés du vivant. Aucun autre animal ne naît aussi vulnérable et aussi faible pendant aussi longtemps. Ah oui. Pour donner juste un exemple, le petit chimpanzé, il est beaucoup plus vite autonome que le petit humain. Et c'est même plus intéressant que ça, c'est que le petit humain est tellement dépendant du soin qu'évidemment il ne survivra pas très longtemps sans qu'on s'occupe de lui, mais sa mère ne suffit pas à lui apporter tout le soin dont il a besoin. Alors que le petit chimpanzé, il s'accroche au poil de sa mère et il reste là jusqu'à ce qu'il puisse commencer à bouger. Et donc en fait, l'humain n'est tellement vulnérable que même celle qui est censée s'en occuper est elle-même vulnérable. Et donc il faut penser le care, le soin, mais aussi le soin de celle qui prend soin. Et donc on a une société qui ne pourrait pas exister, quelle que soit sa structure, sans cette capacité à prendre soin et à prendre soin de ceux qui prennent soin et de celles qui prennent soin. Donc ça, c'est très intéressant. Mais c'est pas exactement comme ça qu'on a
mis le pinacle de la société. Mais ça n'empêche qu'il y a effectivement des logiques de domination. Parce que si vous êtes vulnérable, vous acceptez tout ce qu'on vous impose. Et donc, ça crée aussi des logiques de domination, voire des traumatismes qu'on a plus ou moins de mal à surmonter par la suite. Et voire, après, on reproduit ces logiques-là avec tout un tas de difficultés. Donc, s'interroger sur ce que c'est que d'être un être humain, c'est intéressant. Une machine, elle ne sait pas qu'elle est vulnérable. Ouais. Nous, on le sait. Une machine, elle ne va pas prendre soin, sauf si on la programme à prendre soin. Alors que pour nous, c'est inné. Oui, tout à fait. Et donc, on voit qu'on a des spécificités par rapport à ça. Et à partir de là, on peut se demander comment est-ce qu'on développe cette capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et en fait, comment est-ce qu'on comprend non seulement notre vulnérabilité, mais notre interdépendance. Et on a toujours été interdépendants à l'échelle du noyau familial. On l'est à l'échelle de la tribu depuis longtemps aussi. À l'échelle de la cité, c'est un peu plus récent, mais voilà, historiquement, on voit bien comment ça a évolué. À l'échelle de la nation, c'est une évidence qui s'est imposée progressivement. Et aujourd'hui, on est interdépendant à l'échelle de la planète. On l'a vu avec le Covid, on la voit avec n'importe laquelle des crises qui se produisent à un bout de la planète et qui ont des répercussions sur nos vies très rapidement. Bien sûr. Et donc cette logique d'interdépendance, de vulnérabilité nous impose de penser des logiques de prendre soin, non seulement de soi et de ses proches, mais aussi des autres et puis aussi de notre environnement naturel, parce qu'on a cette interdépendance-là. Et donc l'arrivée de l'IA, à la fois nous oblige à nous questionner sur d'où on vient, où on est et où on va, mais aussi sur ce que c'est qu'apprendre, et ce que c'est et de pourquoi est-ce qu'on apprend. Et ces questions, c'est une sacrée question, exactement. Alors, il y a un autre sujet, on a parlé de l'intelligence artificielle, la technologie. Il y a un autre sujet qui anime les jeunes comme les moins jeunes, et on parlera peut-être tout à l'heure d'intergénérationnel, mais c'est l'accès massif à l'information qui vient aussi avec une nécessité de développer une conscience collective, un esprit critique, une lutte aussi contre la désinformation. Comment inviter cette jeunesse-là que vous rencontrez quotidiennement à développer tout ça, ces compétences peut-être, qui sont aussi celles du XXIe siècle? Je pense qu'il faut revenir à ce que Edgar Morin disait, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que la connaissance et comment elle se produit, ce que c'est que l'information, comment est-ce qu'elle est produite, qui la diffuse et pourquoi, quels sont les intérêts des uns et des autres, et arriver à se dire que, en fait, on le sait déjà depuis au moins les langues d'Ésope. On sait que ça peut être la meilleure ou la pire des choses, parce qu'on peut faire des déclarations d'amour ou insulter les gens. Ouais. Sur les réseaux sociaux, on ne se prive pas de faire ce genre de choses. Et donc, on a besoin de comprendre comment se produit cette information, comment se produit la connaissance, c'est quoi la différence entre une croyance et une connaissance, et comment est-ce qu'on peut valider ou invalider une connaissance, et comment est-ce qu'on peut dépasser ses croyances pour fonder ses connaissances, et trouver des sources, comprendre la logique de la démarche scientifique, comprendre ce que c'est que tester une hypothèse, ce que c'est que d'avoir des données pour conforter ou invalider telle ou telle hypothèse. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est vrai que c'est pas facile à faire spontanément, et que s'il y a un rôle de l'éducation par rapport à ça, c'est assez évident qu'il faut l'apprendre. Ce qui tombe bien, c'est que ça peut s'apprendre dès le plus jeune âge. On peut comprendre la méthode scientifique, d'autant que, assez spontanément, le bébé naît chercheur. Et donc, on est tous nés chercheurs. C'est-à-dire que le bébé a des hypothèses sur le monde, il les teste, et il apprend de ses erreurs, et il révise son modèle. Et donc ça, c'est vraiment la démarche scientifique. C'est comme ça qu'on a appris à parler et à marcher. Ouais. On n'a pas appris en étant dans un amphi ou dans une salle de classe. Donc on voit bien que ça marche, cette capacité à apprendre par essai, erreur et imitation. Donc ça, c'est... Et après, il y a des choses spécifiques. Par exemple, on peut apprendre qu'à l'université, si on voit loin, c'est parce qu'on gravit des épaules de géants. Parce qu'on peut s'appuyer sur les savoirs qui ont été établis par d'autres, quitte à ce qu'on aide à les repenser. Mais qu'il y a des méthodes spécifiques pour ça. Et que dans le savoir, c'est pas tant une hiérarchie autoritaire, mais si on parle d'autorité scientifique, c'est pas l'autoritarisme. C'est cette démarche qui permet d'étayer un argument, de tester une hypothèse et éventuellement d'invalider les hypothèses précédentes.
Tout ça est absolument passionnant. Alors ça pose aussi une autre question qui est quel conseil on peut donner à des jeunes, des moins jeunes aussi d'ailleurs, ça pourrait être des enseignants, et celles et ceux qui nous écoutent d'ailleurs, pour s'impliquer dans les défis de société d'aujourd'hui, de demain, le climat, les inégalités, la santé, l'éducation, vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun, collectivement, à notre manière, de notre côté ou pas, pour que les choses changent? Déjà, on peut prendre conscience qu'on a beaucoup plus de chances de faire changer les choses si on sait travailler en collectif. Parce que seul, on y revient toujours. Hein. On ne peut pas faire grand-chose. Ah ouais. Et quel que soit son âge d'ailleurs. Et même, j'ai croisé quelques ministres à différents moments. Et eux-mêmes ne peuvent pas changer tant de choses que ça. Et donc, il faut arriver à créer une dynamique collective dans laquelle on peut se décider de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de ce que je résume en « et, si, nous » avec un point d'interrogation. C'est le titre d'un petit livre que j'ai écrit il y a quelques ans. Et je l'ai écrit de manière très bizarre. Je me suis réveillé à 2h du matin, à 8h, j'avais le plan, alors que la veille, je ne pensais pas l'écrire. Je n'avais même pas l'idée d'écrire un livre. Ah oui. Donc il s'est passé un truc un peu bizarre. Ouais. Je ne sais toujours pas très bien ce que ça veut dire. Mais ce que je sais, c'est que je ne connais pas de moment important de l'histoire où il n'y ait pas un collectif qui se soit, entre guillemets, retroussé les manches pour qui n'ait pas créé un dialogue pour se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qu'on ne saurait pas faire seul ? Et qu'est-ce qui a du sens pour dépasser les difficultés du moment ? Et donc apprendre à dialoguer de ça, apprendre à dire ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous choque, ce qui nous paraît injuste. Et le sentiment de justice, c'est quelque chose de très profond chez les humains, comme le sentiment de care et qui c'est très lié, parce que le care, la collaboration, la justice, c'est s'il y a quelqu'un qui ne prend pas soin, s'il y a quelqu'un qui ne collabore pas, eh ben, il fait une injustice par rapport aux autres. Et donc après, ce qui compte, c'est quel est le collectif que l'on mobilise. Est-ce que c'est un collectif familial ? Est-ce que c'est un collectif local ? Est-ce que c'est un collectif partisan ? Est-ce que c'est un collectif dans une religion ? Est-ce que c'est un collectif national ? Est-ce que c'est un collectif international ? En fait, ces différents collectifs, il y a des gens qui cherchent à les opposer. Alors qu'en fait, on appartient à tous ces collectifs de manière assez multi-échelle, pour ne pas dire fractale ou poupée russe. Et donc, on a besoin de comprendre ça et on a besoin de mobiliser ces différents collectifs suivant le problème qu'on cherche à résoudre. Si c'est un problème dans la salle de classe, on peut en discuter dans la salle de classe. Si c'est un problème dans l'établissement, on peut tous en discuter dans l'établissement. Si c'est un problème dans la ville, on peut se réunir à l'échelle de la ville. Si c'est un problème national, on peut essayer de trouver des moyens de le faire à l'échelle nationale. Si c'est un problème planétaire, il va falloir inventer des manières de dialoguer à l'échelle de la planète, ce qui peut paraître super difficile. Mais honnêtement, dialoguer à l'échelle de la nation au XVIIIe siècle, pour moi, c'est plus improbable que de dialoguer à l'échelle de la planète au XXIe siècle, où on a justement des outils de télécommunication, de l'intelligence artificielle pour traduire les langues, alors que le corse, le basque, l'alsacien et le français, c'était pas complètement facile à concilier comme ça. Donc on a aujourd'hui des méthodes et des outils qui peuvent nous permettre de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont en train d'inventer de nouveaux outils de dialogue démocratique. Donc on connaît les conventions citoyennes, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle combinée à la puissance de l'intelligence collective qu'on a dans des conventions citoyennes et qui l'ont fait à l'échelle de 100 000 personnes. Et donc quand vous faites une convention citoyenne à l'échelle de 150, Jupiter peut écouter ou pas. Quand vous avez 100 000 personnes qui se sont prononcées, c'est plus difficile de ne pas entendre. Et donc, en l'occurrence, un pays comme Taïwan l'a fait. Et ils avaient 9% de confiance dans la démocratie avant de développer ce genre d'outils. Ils sont passés au-dessus de 60% dans les 10 ans qui ont suivi. C'est intéressant parce que ce n'est pas tout à fait la dynamique chez nous, ce n'est pas tout à fait la dynamique autour de nous ou outre-Atlantique. Donc, il est possible de réinventer ces manières de faire du dialogue démocratique et de faire émerger des idées qui sont des ponts et qui vont nous rassembler versus des idées qui vont nous séparer et qu'on va amplifier sur ces réseaux dits sociaux. Et à Taïwan, ils n'ont pas de problème, ils parlent de réseaux antisociaux. Alors qu'il faudra inventer des réseaux prosociaux. On a encore un peu de boulot.
On a encore un peu de boulot. Je pars à Taïwan dans 15 jours pour C'est vrai. comprendre ce qui se passe là-bas et essayer de voir ce qu'on peut ramener. Alors revenez après, s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous avez appris et ce qu'on peut faire. Volontiers. D'ailleurs, vous insistez sur la nécessité de redonner de l'espoir aux jeunes et à ceux aussi qui l'ont gardé. Comment, face aux crises actuelles qu'on peut vivre, que ce soit les guerres, que ce soit la situation du climat un peu partout dans le monde, que ce soit la montée, bien sûr, des nouvelles technologies, du populisme, etc., comment on peut combattre le sentiment d'impuissance que les jeunes peuvent ressentir aussi? Parce qu'on parle d'une génération qui est très engagée, qui est en quête de sens, qui a besoin d'avoir un impact, etc. Et malgré ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils se sentent impuissants par rapport à tout ce qui se passe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les jeunes Taïwanais font partie de ceux qui ont le plus confiance dans l'avenir et dans leur capacité à peser sur l'avenir. Pour donner juste un seul exemple, ils ont réussi à obtenir de commencer le matin 1 heure plus tard. Ce dont rêvent tous les jeunes bien sûr. Bien sûr. du monde, mais eux, ils l'ont obtenu parce qu'ils ont cité la chronobiologie, ils ont donc les résultats de recherche sur le sujet, et ils ont su s'organiser en collectif pour se faire entendre. C'est marrant parce que Grégoire Bors, que vous connaissez peut-être, spécialisé, enfin chercheur neuroscientifique et chercheur sur le cerveau qu'on a reçu il y a quelques semaines, nous disait qu'il avait poussé ce sujet-là et cette mesure auprès du président de la République et du gouvernement en disant en fait les jeunes commencent à 8h ou 8h30, c'est beaucoup trop tôt pour leur horloge biologique et pour leur développement. Mais visiblement à Taïwan, ils ont eu gain de cause. Exactement. Donc c'est possible. Ouais. Et est-ce que le système éducatif est organisé comme une garderie où quand les parents vont travailler, il faut que les enfants soient en sécurité? Mais est-ce que c'est la même chose pour en maternelle et puis au lycée? Tu vois, est-ce qu'ils peuvent pas y aller tout seuls? Enfin, tu vois, il y a toute une logique qui s'est imposée. Ou est-ce qu'on est là pour imposer une logique aux jeunes et puis pour les mater? Tu vois, et puis pour leur dire qu'ils n'ont pas le choix de toutes les manières. Enfin voilà, donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Ce qui est intéressant, c'est que Taïwan, c'est un pays confucéen. Les logiques confucéennes, c'est pas les logiques où par défaut on fait le plus confiance aux jeunes, où on vénère les ancêtres, on vénère les enseignants, etc. Donc ils sont dans des logiques qui sont au moins aussi descendantes que les nôtres historiquement, mais ils ont su évoluer parce qu'ils se sont rendus compte que la seule manière de faire face à l'ensemble des défis de la société taïwanaise, et ils en ont au moins autant que nous, voire plus, c'est de faire confiance à l'intelligence collective et de faire confiance dans cette jeunesse qui peut être une force de changement. Et donc ça veut dire, c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que c'est un sujet culturel quelque part en France, de ce que je comprends, et que le seul moyen de changer ça, c'est presque un sujet de volonté politique. Oui, mais aussi de changement culturel. Donc il doit y avoir une coévolution entre les deux. Okay. Parce qu'en fait, un système qui ressemble à celui qu'on a connu, en tant que parent, c'est rassurant. Ouais. Tu vois, les profs, ils ont tellement aimé le système éducatif qu'ils ont choisi d'y rester. Les élites, le système éducatif a dit qu'elles faisaient partie des élites, donc ils ne vont pas le remettre en cause. Donc tu vois, il y a plein de gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Ceux qui ont plus intérêt à ce que ça change, c'est les jeunes. Mais comme on ne les écoute pas... mais ce qui est vrai, c'est que, encore une fois, ce qui fonctionnait jusqu'à hier ne fonctionnera pas forcément demain, pour toutes les raisons qu'on évoque. Et ces jeunes qui sont en quête de sens, qui vont mal, qui ont des problèmes de santé mentale, qui s'inquiètent toujours plus, il faut savoir les aider. Moi, j'ai été marqué par l'histoire d'une jeune femme qui, du haut de ses 14 ans, arrivait à la maison des adolescents, à Cochin, et qui était suicidaire, et qui a dit, mais en fait, j'ai lu le rapport du GIEC, et j'ai compris que la seule manière d'avoir une empreinte carbone zéro, c'est le suicide. Ce qui est factuellement correct, mais très violent, très violent psychologiquement. Et sa psychiatre, qui est une amie, sa pédopsychiatre, lui a dit, si tous ceux qui pensent comme toi se suicident, il y aura bientôt plus que Trump, Bolsonaro, Poutine... et quelques autres, et ils finiront de saccager la planète. Donc si tu veux vraiment contribuer à la planète, il faut que tu restes en vie, mais que tu puisses t'engager et que tu puisses avoir un impact positif, non seulement sur toi, mais sur la société et sur l'environnement. Et donc si on veut les aider à dépasser ça, et puis il y a des variantes de ça, du genre je ne veux pas faire d'enfants parce que, pour les mêmes raisons, il faut leur redonner confiance, mais pour ça, il faut co-construire avec eux les sources de cette confiance et le monde qui va avec.
J'étais à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a au moment où s'est signé le pacte du futur. Et donc, quelle place on donne aux nouvelles générations, comment on prend soin non seulement d'elles, mais de leur capacité à œuvrer pour le monde de demain. Ce pacte du futur, il y a une jeune femme qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit « I want to learn to be the change I want to see in the world », reprenant la phrase de Gandhi. Et donc, elle veut apprendre à être le changement qu'elle souhaite voir advenir. Et donc, comment est-ce qu'on crée un système éducatif qui permet de se former comme ça? Et donc, c'est un peu le même miroir de cette jeune femme qui avait ses pensées suicidaires, mais il y en a une qui était dans l'espoir, l'autre qui était dans le désespoir. Et donc, comment est-ce qu'on passe du désespoir à l'espoir, et comment est-ce qu'on retrouve du sens? Donc, nous, ce qu'on essaye de faire à propos d'IA, si on doit retrouver un peu d'espoir à l'heure de l'IA, c'est de travailler sur ce que j'ai tendance à appeler des maïothèques. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Donc la maïotique, vous vous souvenez, c'est donner naissance non seulement aux enfants, mais aussi aux idées, et puis à la meilleure version de soi-même. C'est Socrate. Et si c'est le même mot, c'est parce que la maman de Socrate était sage-femme, et que Maïa, c'était la déesse de la fertilité. Et donc Socrate a dit, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de ma maman. Donc comme chacun d'entre nous, on a tellement appris de nos mamans, et lui, il a su lui rendre hommage. Et donc je préfère parler de maïotique que de méthode socratique, juste parce qu'on rend hommage à toutes nos mamans au passage. Mais aussi parce que la maïotique a beaucoup évolué dans notre capacité à permettre l'accouchement, qui se passe avec le moins de douleur possible, qui se passe de manière à prendre en compte la santé de la mère et de l'enfant. Ça a beaucoup évolué depuis la maman de Socrate. Mais la manière dont on donne naissance à des idées, elle mériterait, et à être soi-même, et donner naissance à la meilleure version de soi-même, pourrait être évoluée aujourd'hui. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde les usages principaux de l'IA aujourd'hui, c'est très souvent les gens posent des questions sur leur santé, y compris leur santé mentale. Et ça, c'est en première position. En troisième position, c'est les questions de sens que vous posiez tout à l'heure. Et donc, comment on se pose des questions sur le sens? Est-ce que c'est la machine qui va répondre pour nous? Ça paraît un peu bizarre. Mais par contre, on peut utiliser la machine pour nous questionner. Bien sûr. Et donc, on peut créer des chatbots qui, au lieu de vous donner des réponses, vont vous aider à vous questionner et à approfondir une réflexion qui peut être intuitive, mais comme ce n'est pas des sujets faciles, on ne creuse pas forcément, comme on n'a pas forcément d'accompagnement, on ne sait pas forcément comment avancer. Et donc, ce qu'on a développé, par exemple, c'est une IA qui aide les jeunes à trouver leur ikigai. Donc, l'ikigai, c'est cette méthode japonaise que vous connaissez peut-être, dans laquelle il y a 4 cercles, le cercle de ses besoins, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, et puis aussi le cercle des besoins du monde et des ressources qu'on peut mobiliser autour de soi. Et en fait, trouver quelque chose qui fait du sens pour nous et pour les autres, prendre soin de soi, des autres et de la planète simultanément, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Et quand on trouve son ikigai, on trouve à la fois sa passion, sa mission, sa profession et sa vocation, et on trouve ce chemin du sens, c'est ça que ça veut dire, ikigai, et on peut dépasser une bonne partie de ces difficultés, et de se dire que ces difficultés, je ne suis pas le seul à les avoir, on est d'autres à les avoir, et peut-être que si on crée un collectif, si on crée un we-kigai, on est les personnes clés pour avancer, on va pouvoir faire ensemble des choses qu'on ne sait pas faire seul. Et donc, travailler sur cette maïotique individuelle et collective, c'est possible, on peut le faire à la main, mais nous, on l'a fait en présentiel pendant des années. Mais si on veut passer à l'échelle, il vaut mieux utiliser les technologies d'aujourd'hui et éventuellement aller vers ce que moi j'ai tendance à appeler un GPS des rêves, dans lequel, si vous êtes comme John Lennon, you may be a dreamer, but you're not the only one. Ouais. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on trouve des gens qui partagent nos rêves pour les réaliser ensemble. Parce qu'à nouveau, transformer son rêve en réalité tout seul, c'est pas facile. Ouais. Par contre, si on est plusieurs à partager le même rêve, on peut créer un collectif et travailler à ce qu'on puisse avancer dans cette direction souhaitée. Ce qui est intéressant, c'est que si on cartographie les rêves, c'est assez facile aujourd'hui avec l'IA, on peut cartographier n'importe quel texte et on peut mettre en relation deux personnes qui ont des rêves proches. Donc ça, c'est assez facile à faire. Une espèce de Tinder des rêves, pour le dire vite. Minder serait un peu plus joli. Mais on peut aussi aller un cran plus loin et se rendre compte qu'il y a certaines personnes dont les rêves sont en fait le cauchemar de tous les autres. Encore une fois, je ne nommerai personne parce que je ne veux pas me faire d'ennemis, mais on voit à peu près le genre de personnalité qu'il y a derrière. Et donc, il faut non seulement cartographier les rêves, mais aussi les cauchemars.
inviter tout le monde à avoir pas un seul rêve, mais peut-être 1001 rêves, ou en tout cas plusieurs, et les inviter à identifier les rêves qui sont mutuellement compatibles. Et si on a des rêves qui sont mutuellement compatibles, alors on peut aller vers le meilleur pour chacun. Alors que s'il y a des rêves qui sont le cauchemar des autres, on va se taper dessus assez vite. Et donc ça, c'est, je pense, une dimension importante. Et en plus, on peut, grâce à l'IA, commencer à modéliser l'impact de nos rêves, non seulement sur nous et sur les autres d'aujourd'hui, mais sur les autres générations. De demain. Et faire en sorte que les rêves de notre génération ne soient pas les cauchemars des générations suivantes. Et donc, comment est-ce qu'on devient un bon ancêtre ? C'est peut-être en faisant ce genre de choses. Et en permettant de donner naissance à ce nouveau type de rêve et à ce nouveau type d'avenir qui est souhaitable pour chacun et chacune. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode de podcast, mais il est temps qu'on termine, malheureusement, parce qu'on arrive à la fin de cet enregistrement. Juste avant, on a un petit format à la fin de chaque épisode, François, qui est plus un format adapté aux réseaux sociaux, où je vous pose des questions plus courtes, qui demandent du coup une réponse plus courte, parfois même en un mot d'ailleurs, si vous voulez. C'est pas toujours évident ni facile, je sais. Avec une première question peut-être pour commencer, quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours aujourd'hui, vous qui avez fait tant de choses ? Mes enfants et mes étudiants. Diplôme ou expérience ? Expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans le monde de l'éducation, de l'orientation, de l'enseignement supérieur ? L'écoute. Une chose que vous changeriez si vous aviez une baguette magique dans ce monde-là ? Passer du meilleur du monde au meilleur pour le monde. Votre vision de l'éducation dans 20 ans ? Plutôt optimiste ? Moi, je suis mélioriste. Mélioriste. L'idée, c'est d'améliorer les choses. Ouais. C'est difficile d'être, quand on voit l'actualité, pas toujours facile d'être hyper optimiste, mais chercher à l'améliorer, c'est plus facile. Mais si, en un mot, ma vision de l'éducation pour dans 20 ans, c'est meaningful and fun, en un seul mot. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement inspiré dans votre parcours ? Moi, peut-être Les 7 savoirs d'Edgar Morin. Je pense que c'est peut-être le grand Edgar Morin. Celui qui il a écrit ça pour l'UNESCO et il avait déjà dit tant de choses que après on ne fait que plagier ou dire moins bien. Malheureusement. Une compétence que tout le monde devrait apprendre ? Coopérer. Est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie ? Mon directeur de thèse, en fait. Directeur de thèse ? C'est un mentor qu'un prof. C'est vrai. Oui, il s'appelait Miro Radman et il m'a permis de rêver grand, je pense. Et Dieu sait que c'est important. Si vous deviez passer, et c'est ma dernière question, le flambeau de ce micro, le micro de l'Express Éducation, le micro du podcast 20 sur 20 à 1, 2, 3 personnes pour nous parler éducation, enseignement supérieur, orientation, à qui vous penseriez ? À des jeunes. On l'a jamais eu cette réponse-là. Désolé de vous décevoir. Non, pas du tout, au contraire. J'en suis ravie. Non, c'est vrai que parfois on nous dit tel chercheur. Ou une fois, on nous a dit récemment dans un épisode, je ne sais plus qui nous disait ça, il nous a dit interviewez une enseignante de maternelle. Parce que c'est quand vous regardez les enfants, quand ils sont tout petits, que vous avez un certain regard sur le monde. Mais c'est vrai que des jeunes, bah ouais. Et ben voilà, on va faire ça. D'ici là, merci infiniment. En tout cas, François Tadei, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite de vos aventures, quelles qu'elles soient. Revenez nous voir, bien sûr, avec quand plaisir. Vous voulez. Bon courage et puis merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.